Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très mal, parce que je me sens extrêmement honteux. Je crois que dans ma vie j'ai dû passer environ 1000 fois sur l'autoroute de Ventours, 1000 fois sans jamais m'arrêter. Ouais, c'est la honte. C'est la honte. Pour autant, j'ai toujours eu une très bonne image de Tours, et vous savez pourquoi? Parce que Tours, pour moi, quand je voyais ce petit château d'eau avec marqué Tours, je crois Saint-Pierre de Corps, de mémoire, pour moi c'était c'était le signal que j'étais déjà à la moitié du chemin entre Paris et l'île de Ré, où j'ai toujours passé mes vacances depuis que je suis né. Donc vous voyez, l'attractivité territoriale parfois se niche dans des méandres un peu compliqués. Et pour autant, c'est vrai que c'est ma première expérience de Tours, je l'avoue, je le confesse. Et franchement, j'ai passé hier quelques heures dans le cœur de ville, mais quelle ville magnifique! Quel accueil! C'est simple, c'est sans chichi, c'est professionnel. Je n'ai eu que un parcours visiteur absolument sans friction, tout est proche, on se sent en sécurité, franchement bravo. Donc rien que pour ça, je voudrais remercier ADN Tourisme de l'invitation, et puis indirectement, même si c'est un petit peu ironique, remercier mon associé que je remplace un petit peu au dernier moment, Emmanuel Meunier, qui tenait absolument à venir vous parler de cette présentation aujourd'hui, qui n'a malheureusement pas pu venir pour des impondérables familiaux, mais quelque part, je venais un petit peu avec les pieds de plomb au début, parce que c'est loin Bruxelles, de Tours, et en même temps, je suis vraiment ravi d'être là. Bon, après, mon expérience personnelle n'a aucun intérêt dans l'affaire. Ce qui est important, c'est la data, ce sont les données. Les données, vous savez, ne mentent jamais. Et donc, je voudrais, à travers ces 20 minutes de présentation, vous donner quelques indications chiffrées sur cette notion d'hospitalité qui est si complexe. Essayer aussi de partager avec vous quelques exemples de bonnes pratiques pour que vous puissiez peut-être retourner après cette présentation avec quelques idées et en tout cas beaucoup, j'espère, d'interrogations positives. Alors, je voudrais replacer le sujet d'hospitalité dans un contexte qui est quand même, on a beau dire, et je sais qu'il faut être dans un mood un peu positif quand on parle du tourisme aujourd'hui, et on contribue à ça, mais quelque part on sait aujourd'hui que c'est quand même compliqué. L'hospitalité se situe dans un contexte qui est toujours un contexte compliqué, qui est sous tension. Pourquoi? Parce que nous, dans nos observatoires, dans nos données, je crois qu'on n'a jamais à ce point mesuré un tel décalage entre le désir de voyage et la complexité du voyage. Donc, désir de voyage, on le sait bien, tous les chiffres sont au vert, les intentions de voyage sont absolument faramineuses. On voit bien dans tous nos observatoires que la notion de qualité est redevenue le critère numéro 1 de choix d'une destination, en particulier auprès des clientèles étrangères. Très forte sensibilité au rapport qualité-prix. Et puis on voit aussi, c'est un peu un des legs du Covid, que les gens sont devenus beaucoup moins patients qu'avant. Les niveaux de tolérance par rapport au bruit, aux foules, à l'attente, aux odeurs, à tous ces aspects-là sont devenus extrêmement bas. Et donc on est toujours un petit peu dans ce phénomène de revanche où on a envie de rattraper le temps perdu. Donc très fort niveau d'attente et de demande. De notre côté, la réalité du voyage aujourd'hui est plus compliquée, on le sait, l'offre n'est pas toujours 100% prête à accueillir ou réaccueillir. On a des problématiques de crise de main-d'œuvre dans le secteur, l'inflation qui s'est invitée, et toutes ces frictions de voyage dans les aéroports, dans les gares, dans les transports. Ces problématiques, qu'on le veuille ou non, de surfréquentation qui ressurgissent, un peu d'hostilité des résidents, j'y reviendrai, et tous ces facteurs non touristiques qui viennent impacter ce parcours visiteur de la phase d'inspiration, réservation, expérience, la géopolitique, le climat, tout ça, rend l'expérience compliquée. Donc cette hospitalité crée une pression, et de facto, quand on regarde plusieurs indicateurs, on se rend compte qu'en effet, et c'est pas forcément des chiffres qui sont très rassurants, mais il y a plusieurs indicateurs qui sont un peu dans le rouge. D'abord au niveau des habitants, on est en train de mesurer que dans les grandes villes en Europe, il y a une résurgence ou un peu d'accélération de ce qu'on appelle la tourismophobie. Vous avez aujourd'hui dans les villes européennes 8% des habitants. C'est pas qu'ils se fichent du tourisme, c'est qu'ils en ont ras-le-bol. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus, concrètement, supporter les touristes. 8%. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup. Et on sait que c'est un indicateur qui est prédictif. Si vous êtes au-dessus de 10%, c'est que vous êtes déjà un petit peu dans une zone légèrement rouge. Un autre point qui malheureusement est un constat qu'on doit faire, c'est que les jeunes, et en particulier les jeunes qui sont dépendants du tourisme dans leur métier, 16% d'entre eux ont une image négative du secteur qui pourtant les emploie. Ça veut dire quelque chose, que les jeunes, c'est quand même un peu l'avenir. Et si vous avez 16% des jeunes aujourd'hui qui ne sont pas très fiers du secteur dans lequel ils travaillent, c'est compliqué de développer l'hospitalité à partir de ça. Et enfin, c'est un peu la résultante peut-être des deux premiers chiffres, mais on mesure aujourd'hui que certes,
Dans plein de destinations, on a retrouvé des volumes, mais en termes de qualité d'expérience, le compte n'y est pas encore. Si on s'appuie sur 100 millions d'avis, donc c'est pas un petit échantillon, on constate que sur le critère de l'accueil, la polarité des reviews, des ratings sur toutes les plateformes d'avis n'est pas encore loin de là au niveau de ce qu'ils étaient avant le Covid. Donc tout ça crée bien sûr des tensions, une certaine fragilité dans la chaîne d'accueil au sens large du terme. Et pour autant, on voit bien qu'une destination est tout à fait capable d'agir. Ça va être le propos des exemples que je vais vous présenter juste après. Un, parce qu'il y a des tonnes de points de contact sur lesquels vous pouvez agir, au-delà des socioprofessionnels, avec les locaux, avec le business local, avec les étudiants. Donc énormément de points de contact sur lesquels vous pouvez travailler, beaucoup de micro-expériences à développer. Parfois l'hospitalité, quand on voit certaines villes européennes qui cartonnent en matière d'hospitalité, c'est pas toujours lié à des énormes projets très coûteux. Ça peut être une succession de petites innovations qui sont très locales, portées par des gens qui sont dans le tourisme ou parfois pas forcément dans le tourisme et qui améliorent le sentiment du visiteur. Et un des enjeux sur lesquels on insiste beaucoup, c'est comment passer de la gestion simple, entre guillemets, qui est déjà complexe, de l'accueil et de l'hospitalité, vers une gestion holistique, vraiment du sentiment du visiteur qui va être vraiment partagé. Alors bien sûr, l'IA, on en parle, tout le monde en parle plus que de ça, je pense qu'il ne faut vraiment pas en avoir peur. Il n'y a pas de contradiction entre l'intelligence artificielle et l'hospitalité. L'IA, c'est génial pour gérer tous les problèmes de flux, d'accueil. Donc il faut laisser à la technologie le soin de résoudre les problèmes et laisser à l'humain le soin d'apporter un peu ce supplément d'âme dans l'hospitalité qui fera toujours la différence puisque c'est quand même l'essence du voyage. Et donc trouver cet équilibre entre le sentiment visiteur-visité, qui est une expression que j'emprunte à nos amis du CRT Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là. C'est tout l'équilibre qui a été évoqué beaucoup de fois ce matin. Donc pour ça, c'est vrai qu'on peut s'appuyer sur la data. Donc en action, qu'est-ce que ça donne? Je vais prendre un exemple à partir de données. Donc on traque chez TCI pour mesurer la compétitivité plusieurs sources de données, dont, et ça va être l'objet de cette présentation, plutôt ce qui concerne le sentiment des visiteurs. On va également croiser avec le sentiment des résidents. Pour essayer un peu de comprendre justement à la fois les leviers et puis comment est-ce qu'on peut agir concrètement sur ces leviers. Alors je vais prendre le cas de la Bretagne, je sais pas si c'est des Bretons dans la salle, j'entends du bruit, donc tant mieux. Alors bon, bien sûr on a choisi un exemple qui fonctionne bien, il se trouve parfois qu'on travaille pour des destinations où c'est plus compliqué, mais là franchement le cas de la Bretagne est excellent. On peut considérer que la Bretagne fait partie de ces moteurs de compétitivité-qualité en France en matière d'accueil et d'hospitalité. On s'appuie pour ça donc sur le référent que certains d'entre vous connaissent, qui est le Travessa, qui a été endossé par l'OMT, par la Commission européenne du tourisme et qui mesure vraiment, je dirais, sur une soixantaine d'indicateurs le sentiment des visiteurs à travers des enquêtes, mais aussi à travers toute l'analyse de la big data, des ratings et reviews. Donc sur tous ces 60 indicateurs, on essaie de comprendre comment la destination se situe. Donc, premier constat qu'on fait, avant même de parler de la performance de la Bretagne, c'est toujours de regarder finalement qu'est-ce qui agit le plus sur la satisfaction ou l'insatisfaction. Quels sont finalement les moteurs de la compétitivité sur lesquels vous, en tant que destination, vous devez travailler sur vos territoires. Et quand on fait ce calcul, qui est une simple corrélation entre la satisfaction globale et la satisfaction détaillée sur toute une série de critères, on se rend compte à nouveau, parce qu'on avait déjà fait le constat avant le Covid, que finalement, la qualité d'expérience en termes d'hospitalité, bien sûr, ça passe par les socioprofessionnels, par les hôtels, les musées, etc. Mais dans le top 5, vous avez constaté comme moi, qu'on trouve des choses qui ne sont pas vraiment des produits touristiques. Numéro 1, l'accueil par les habitants. Il est plus important, il influence davantage que le shopping, par exemple. Tout ce qui est foule, attente, qui pour le coup est vraiment remonté dans le classement post-Covid, je vous parlais des niveaux de tolérance par rapport au temps d'attente, à ces notions de cohabitation, très réduit après ces années de pandémie. Sentiment de sécurité, tout ça, ce ne sont pas des produits touristiques, ce sont pourtant des indications et des leviers qui sont extrêmement porteurs et qui sont assez intangibles, c'est ce qu'on appelle un peu l'esprit des lieux, finalement, et tout ça influence complètement cette notion d'hospitalité au-delà des sociétés professionnelles. Alors, bravo, je dirais, pour la Bretagne, parce que quelque part ici, les scores de la Bretagne en termes d'indices, quand on compare à la moyenne française, et encore, on a retiré l'Île-de-France, sinon vous imaginez. Et par rapport au littoral français, la Bretagne surperforme sur la plupart des leviers d'hospitalité, accueil par la population locale,
facilité de communication qui va bien au-delà de parler la même langue. On peut ne pas parler la même langue, mais bien s'entendre et générer finalement une très bonne interaction avec des visiteurs étrangers. Et puis voilà, quand on regarde ici sur tous les points de contact humains au long du parcours, que ce soit au niveau de l'hébergement, des offices du tourisme, des magasins, la Bretagne surperforme, ou est au moins en ligne avec la moyenne nationale sur quasiment l'ensemble des facteurs. Ce qui fait qu'au final, sur des grands indicateurs clés comme les perceptions de rapport qualité-prix, très important aujourd'hui dans un contexte un peu inflationniste, sur le critère de l'accueil humain, une surperformance qui va faire que le score, par exemple, de ce qu'on appelle le NPS, donc le score de promotion finalement de la destination, il est largement influencé en positif grâce à ce contact humain et à cette notion d'hospitalité. Et bien entendu, ce qui est un corollaire, cette perception autour de la durabilité de la destination est supérieure et compétitive, parce qu'une population qui, quelque part, n'est pas suffisamment intégrée dans le développement touristique et qui commence à développer un peu de tourismophobie, fatalement, les visiteurs, au bout d'un moment, ils le sentent. Et donc, quelque part, avoir de bons scores là-dessus, c'est évidemment un score qui vient impacter la durabilité. Alors, il y a toujours dans ces aspects-là des notions un peu d'ADN. Apparemment, les Bretons sont sympas. Alors, je veux dire que personnellement, parce que j'ai quitté la France il y a 20 ans, je n'avais pas forcément cette idée en tête, mais en même temps, visiblement c'est le cas, et bien, tant mieux. Mais il y a aussi derrière des actions concrètes qui sont menées par les offices du tourisme, par les DMO. Ici, c'est le cas par exemple du programme Interreg, qui s'appelle Expérience et qui a visé en fait pendant, je crois, l'année 2022, on a pu mesurer en fait l'impact de ce programme. Le programme vise à désaisonnaliser, essayer de créer des innovations d'un point de vue touristique, d'un point de vue accueil, à la fois en développant le tourisme expérientiel, un peu sensoriel également, travaillant sur ces problématiques importantes du dernier kilomètre. Et donc on a pu mesurer et comparer simplement, toujours avec le même outil, les 750 prestataires qui font partie du programme par rapport à la moyenne de perception, toujours à travers l'angle de vue des visiteurs. Et là, c'est bingo. Et en fait, c'est vraiment bingo à chaque fois qu'on mesure un programme, que ce soit des contrats de destination, des mises en place de labels qualité ou de marques qualité, à chaque fois, ça fonctionne vraiment très bien. Ici, on voit sur la performance générale un score qui est sur un indice de 100 largement supérieur à la moyenne. Quand on regarde ça de manière plus détaillée sur les campings ou hébergements insolites, les hôtels, les activités de loisirs, à chaque fois le score surperforme. Sur les lieux de visite, sur la restauration, il n'y a que sur les sites où en fait on avait un effet peut-être un tout petit peu plus faible, de plus 0,3 points. Cela dit, les sites en Bretagne ont déjà des scores extrêmement élevés en matière de rating et reviews. On s'appuie ici sur un peu plus de 100 000 avis. Et donc vraiment, ça fonctionne très bien. Au-delà de ça, quand on analyse aussi vraiment ce qu'on appelle le sentiment, c'est-à-dire ce que les gens spontanément expriment à travers les commentaires associés aux avis, donc on fait une petite analyse sémantique qui est automatisée, puis on regarde effectivement les fréquences et la polarité. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, où le programme est basé sur l'expérience, et notamment le développement d'expériences un peu sensorielles, on se rend compte en effet que dans les commentaires spontanés, la polarité surperforme très largement sur toutes ces notions de service, de chaleur, d'accueil, mais aussi par rapport aux notions d'odeur, de parfum, par rapport au bruit, au son. Donc il y a de ce point de vue-là aussi une évidence à travers la data que ce type de programme permet de modifier le sentiment d'accueil, l'hospitalité au sens large du terme. Si on prend du recul, ça marche pour Interreg ici. Petite parenthèse, parce que moi je suis à Bruxelles et on travaille beaucoup avec la Commission européenne, il y a énormément aujourd'hui d'argent qui est qui est proposé par la Commission européenne sur des programmes de type Interreg ou autres, notamment pour acheter de la data. Et de ce que peut voir en fait de Bruxelles, c'est qu'on voit beaucoup plus d'Espagnols et d'Italiens en bénéficier que de Français. Donc franchement, c'est compliqué parfois de rentrer dans ces types de protocoles administratifs, mais ça vaut le coup parce qu'il y a de très beaux programmes à la fin qui en découlent avec vraiment un impact comme on a pu le voir ici. Donc au-delà de ça, quand on mesure par exemple l'impact du label, de la marque qualité tourisme, que ce soit au niveau national, on a pu mesurer à plusieurs reprises, par exemple, que si en tant que visiteur, vous allez dans une des marques qualité tourisme, vous avez 2 fois moins de chances d'avoir une mauvaise expérience et que votre taux de satisfaction va être augmenté de 23%. C'est la même chose quand on fait un zoom, par exemple, au niveau, ce qu'on fait depuis des années pour l'Occitanie, pour mesurer l'impact de
qualité de tourisme, on voit aussi des scores qui surperforment par rapport à la moyenne. Tout ça génère en plus un sentiment de fierté des socioprofessionnels qui eux-mêmes vont faire encore plus d'efforts. Donc on active un cercle vertueux. Et donc il y a moyen vraiment à travers des actions concrètes, de mise en réseau, de travailler entre les institutionnels et les privés, de modifier vraiment le sentiment et l'hospitalité de manière concrète au niveau des visiteurs. Maintenant, ça n'est qu'une partie de l'équation. Vous vous souvenez tout à l'heure, le critère qui influence le plus, ce sont les habitants. Les habitants, ce n'est pas un produit touristique, et pourtant, il faut absolument en prendre soin, les intégrer. Donc pour ça, alors on a également développé maintenant depuis 2017 un autre standard qui s'appelle le Resident Sentiment Index. Donc c'est une trentaine d'indicateurs qui permettent de comparer et de mesurer, de jauger le niveau d'acceptation, d'intégration du tourisme au niveau des habitants. Et à travers donc, à la fois des indicateurs de sentiment en général, des indicateurs de nuisances, quel est le ranking finalement des nuisances sur lesquelles il faut travailler en premier, un peu l'état d'humeur, est-ce qu'ils sont fiers de voir des touristes venir, est-ce qu'ils ont envie de s'impliquer, ce genre de choses. Et pour vous donner quelques indications très, très simples sur ce qui se passe en fait aujourd'hui en Europe, alors je l'évoquais tout à l'heure, il y a du positif et il y a quelques signaux d'alerte. Le positif, c'est que, je ne sais pas si vous voyez bien, mais aujourd'hui, quand on pose la question, est-ce que le tourisme génère plus de conséquences positives que négatives ou le contraire, heureusement, une grande majorité des territoires en Europe considèrent que le tourisme apporte toujours plus de positifs que de négatifs. Cela dit, puisque le négatif, on est à un peu moins de 10% et à près de 60% pour la partie positive. Cela dit, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des antagonismes qui se créent dans les territoires. Ceux qui sont pour, ils sont toujours pour. Ceux qui sont contre, ils ont tendance à être de plus en plus contre et à être un petit peu en porte-à-faux avec ceux qui sont pour. Et généralement, la majorité silencieuse s'exprime beaucoup moins dans les médias que ceux qui sont contre. Et donc, ça crée parfois des problématiques, un peu de tension à l'intérieur même des communautés, ce qui est un mauvais signal parce que, voilà, à partir du moment où les gens sont plus tout à fait en cohabitation naturelle entre eux, c'est pas très bon pour le secteur. Heureusement, aujourd'hui, le taux de tourismophobie moyen au niveau des pays, tout type de destination confondue, n'est que de 4%, donc ça reste tout à fait acceptable. Mais là aussi, les 4%, ils cachent une moyenne qui est assez incroyablement diverse selon les pays, les territoires. En particulier, on voit, je l'évoquais avant, une hausse au niveau des grandes villes. C'est compliqué aujourd'hui d'arriver à développer du tourisme urbain qui soit vraiment en adéquation avec les habitants. Et même en France, ça peut varier de 1-2%, qui est un très bon scénario, à 19%. Et même dans des régions comme... bon, je ne sais pas s'il y a des Normands dans la salle, mais je sais typiquement en Normandie, ça se passe très bien. Il y a des coins comme à Étretat, par exemple, ou avec le phénomène Omar Sy, et où là se développe un petit peu un phénomène de ras-le-bol parce que c'est trop en fait, c'est un peu trop. Et donc on peut trouver parfois sur certains segments, à certaines périodes de l'année, des taux de tourismophobie en France qui dépassent les 10, 15, parfois 20%. Amsterdam aujourd'hui, on est pratiquement à un tiers des résidents d'Amsterdam qui sont tourismophobes. Donc si vous tombez sur eux pour demander votre chemin, je vous garantis que le chemin, ils ne vont pas vous le donner, et peut-être à la place une petite paire de baffes, et donc c'est très compliqué. Du reste, Amsterdam vient de lancer la première campagne pour dire restez chez vous. Touristes anglais, vous voulez venir voir chez nous? Non, on n'en veut pas, restez chez vous. Donc là aussi, c'est très rassurant sur l'ensemble, les gens considèrent aujourd'hui les habitants que le tourisme apporte beaucoup plus de positifs que de négatifs, mais il y a des poches comme ça de friction qui existent. Sur cet aspect de croissance qui est un sujet très important, les résidents en général en Europe continuent d'être favorables à la croissance, donc ils sont tout à fait OK pour que les institutionnels continuent de faire de la promotion. Mais là aussi, on voit une petite dégradation au fur et à mesure des années. Cette notion de croissance a été énormément bousculée. Il y a même des destinations qui commencent à réfléchir à des politiques de décroissance. On n'est même plus dans le quota, on est dans comment on va gérer demain la probable décroissance que peut-être on va nous imposer du fait de l'urgence climatique. Donc tout ça commence à résonner et ça commence à se ressentir également au niveau de la population locale. Puis il y a un phénomène très spécifique en France, c'est ce score de considération. On pose une question sur dans quelle mesure on considère que les politiques touristiques prennent en compte l'impact sur la vie des habitants. En général, les populations sont toujours divisées en deux. Après, c'est vrai que c'est le cas beaucoup en France, du fait que la notion de politique est très souvent imbriquée, c'est le cas partout, hein, et en soi c'est pas un problème, évidemment, le politique touristique, il y a de la politique, donc dès qu'on parle de politique, souvent, il y a des gens qui vont utiliser le tourisme localement un peu comme une arme pour finalement se plaindre sur plein d'autres choses,
qui, bon an, mal an, n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le tourisme, mais c'est quand même un signal de quelque chose qui préexiste. Donc les sujets, on les connaît, il y a eu énormément de choses très intéressantes qui ont été ce matin évoquées par, j'ai oublié votre nom, notre amie chercheuse anthropologue, sur cette notion de complexité et tous ces sujets. Oui, les habitants demandent à être davantage sollicités, ils sont prêts à le faire la plupart du temps avec, de manière très positive, énormément de concentration sur les sujets de mobilité. La mobilité, c'est devenu vraiment un sujet essentiel. Donc si le tourisme est là pour un peu gâcher cette fluidité de mobilité, ça peut être un problème pour se garer, c'est des choses très concrètes. Et évidemment, la question de l'immobilier, je crois qu'il n'y a pas une semaine sur les JT en France où il n'y a pas un sujet négatif sur, je crois encore il y a quelques jours à Saint-Malo, sur la problématique d'immobilier à cause du tourisme, etc., etc. Bien sûr, la protection de l'environnement, et de l'environnement au sens large du terme, y compris dans les centres urbains, sur la notion de protection des parcs naturels, etc., des parcs verts. Et puis beaucoup de positivité. Hein. La plupart des habitants qu'on interroge ont envie en fait de dynamiser, de faire partie, pas forcément toujours de participer, mais en tout cas ils ont envie qu'on dynamise le territoire à travers le tourisme. Mais attention, et ça c'est très nouveau, c'est vraiment la notion de contrepartie. Eux sont prêts à jouer le jeu, mais quelque part ils aimeraient dire, bon, c'est un peu ce qui était évoqué ce matin, c'est quoi la contrepartie pour moi? Comment est-ce que, tout en accueillant le touriste, avec un grand T, moi je peux aussi sentir un petit peu un VIP dans ma propre ville, et il y a plein de façons de pouvoir montrer ça, sans rentrer dans des problématiques de discrimination qui peuvent être parfois un petit peu plus dangereuses. Et donc voilà, trouver des solutions pour s'impliquer. Alors je vais finir avec quelques exemples, en jetant un petit coup d'œil sur la montre, ça va. Quelques exemples soit de bonnes pratiques ou des choses, je suis sûr que vous connaissez déjà, mais pour essayer de toucher finalement ces différents leviers de façon positive. Alors, sur cette notion de dialogue, bon, aujourd'hui c'est très facile finalement de faire participer. Il y a beaucoup d'agoras qui sont disponibles en ligne, il y a plein de façons de pouvoir créer des workshops locaux dans des quartiers. Bon, c'est pas la méthode qui manque. Parfois c'est peut-être un peu plus la volonté. Parfois la volonté politique, mais il se trouve que voilà, impliquer les résidents, c'est aussi impliquer les électeurs, et donc si tout se passe bien, finalement, c'est bon aussi pour la politique. Et donc ici, vous avez un exemple à Vancouver d'une agora qui a été mise en place, qui ressemble beaucoup à ce qui a été fait à Bordeaux, qu'on a pu également mesurer. Je crois que Loire-Atlantique aussi récemment a ouvert des participations, des initiatives. Honnêtement, je vous dis ça parce que j'ai un peu le recul, disons, international de tout ce qui se passe en Europe et de ce qu'on peut percevoir, mais on ne peut plus aujourd'hui développer une stratégie touristique sans avoir, à un moment donné, au minimum pris le pouls de la population et surtout engager des actions concrètes pour essayer de les impliquer davantage. Ils font partie intégrante, ce sont vraiment les visages de la destination. Donc deux exemples. Je vous invite par ailleurs à regarder sur un site qui s'appelle Démocratie, qui réunit une bonne cinquantaine de destinations en Europe, qui ont vraiment cherché à revisiter cette notion de démocratie participative liée au tourisme et comment est-ce qu'on essaye d'avoir le meilleur équilibre possible entre l'attractivité touristique indispensable et l'attractivité aussi pour ceux qui y vivent. Donc démocratie, il y a plein de cas pratiques, c'est extrêmement bien fait. On est partenaire data pour eux et franchement, il y a énormément de bonnes idées à récupérer là-dedans. Créer parfois un impact avec les habitants, bien sûr ça passe par des programmes de greeters, etc. Mais ce qui fonctionne bien, c'est quand c'est très concret. C'est-à-dire qu'en gros, on peut se réunir et puis réfléchir sur le long terme, ça c'est très bien, mais parfois, ce qui s'est fait par exemple à Tallinn, ils ont pris un groupe de résidents, on leur dit voilà, le sujet qui nous préoccupe c'est que celui-là, on ne va pas parler d'Airbnb, on ne va pas parler de plein de choses, on va parler des aspects de navigation. Comment est-ce qu'on peut aider les touristes, les visiteurs, et donc par la même occasion vous-même, à mieux être guidés, s'orienter dans la ville. Donc ils ont créé des différentes méthodologies, donc je n'ai plus en tête, mais en tout cas, ils ont vraiment choisi un sujet, et ça aboutit sur quelque chose de très concret, c'est une ressource qui est, en plus qui est gratuite, hein, à part peut-être fournir quelques petits cocktails à droite à gauche pour les remercier, mais franchement, les gens aiment contribuer. Comment on utilise par exemple des applications, vous avez Fix My Street, vous faites un petit événement, par exemple une balade à vélo dans la ville, et vous en profitez pour dire aidez-nous à rendre la ville encore plus sûre. Donc
Si au cours de votre parcours, vous repérez qu'il y a un énorme nid de poule qui peut être dangereux, prenez une photo, tout ça est directement géré, et puis la semaine suivante, vous avez des gens qui vont venir réparer. C'est une espèce de co-création tranquille, intéressante, et les gens vraiment aujourd'hui sont tout à fait prêts à participer à ça. Un autre exemple assez intéressant quand on parle d'économie, donc dans le Resident Index, il y a évidemment une question sur les retombées économiques, comment est-ce que les gens considèrent que le tourisme impacte en positif ou en négatif l'économie. En fait, tout le monde comprend que l'économie bénéficie du tourisme. Et même parmi les 4 à 8% de tourismophobes, et même à Amsterdam, sur les 33% de tourismophobes, une majorité de ces tourismophobes comprennent très bien que le tourisme, c'est bon pour l'économie. En fait, ça n'est pas vraiment un sujet. Donc on peut faire des communications générales sur des grandes données macro, le tourisme rapporte dans notre vie, dans notre territoire, X millions par an. Ça ne fait pas de mal, mais ce que nous disent finalement les gens qu'on interroge, c'est que pour eux ça reste assez peu concret. Donc là vous avez un cas intéressant dans le Colorado où, je ne sais plus quelle ville, la taxe de séjour a été convertie de manière concrète et matérielle dans des initiatives qui bénéficient en fait directement aux habitants, donc des logements préabordables, des services de garde d'enfants, des infrastructures de loisirs, des balisages, tout ça c'est bon pour les résidents et ils voient concrètement comment la taxe touristique a été utilisée. Alors c'est peut-être juste un petit jeu un peu budgétaire, mais il n'empêche que ça fonctionne et que les gens voient concrètement qu'en effet il y a peut-être quelques nuisances, mais quelque part on en bénéficie. Bon, c'est un peu grossier comme approche, mais ça fonctionne. D'autres éléments de sensibilisation sur cette notion de respect, j'ai évoqué Amsterdam tout à l'heure. Amsterdam, c'est vraiment, pour nous, on travaille beaucoup avec eux, et je peux dire que c'est un laboratoire assez incroyable. Bon, vous savez, ils ont arrêté toute promotion depuis des années. Amsterdam ne fait plus à zéro budget de promotion sur les clientèles internationales depuis des années. Et aujourd'hui, ils commencent à entrer dans les logiques non seulement de réduction, mais pratiquement, je crois que c'est une première fois au niveau mondial, une campagne de communication négative qui consiste à dire vous, messieurs les Britanniques, alors on peut avoir une discussion sur le côté, on cible spécifiquement une population, mais vous, si vous êtes venus juste pour boire et aller dans le fameux quartier rouge, vous pouvez rester chez vous, quoi. Alors ça fait beaucoup de bruit, il y a des pour, il y a des contre. Mais en fait, que cette communication, on comprend bien, elle n'est pas à destination des touristes, elle est à destination en fait des résidents. Et les résidents, ils sont très contents que le maire en fait soit en train de financer cette campagne. On verra, et on va d'ailleurs mesurer un peu l'impact de tout ça, mais c'est quand même un signal. Alors du coup, les Britanniques, au lieu d'aller à Amsterdam, on les retrouve à Bruxelles. C'est pas forcément la même chose, mais bon, peu importe. Peut-être la Coupe du Monde de rugby, on va en retrouver quelques-uns qui feront la 5e mi-temps, enfin peu importe. En tout cas, c'est assez inédit. Alors ça peut être comme ça, un peu on va dire, particulier ou strict, comme la campagne Stay Away, ça peut être aussi des choses beaucoup plus positives. Dans le ranking des nuisances, en fait, quand on pose la question, là on a plus de 70 000 enquêtes qui ont été faites en Europe, parmi les nuisances perçues du tourisme, c'est toujours associé en fait à cette notion de foule et les impacts néfastes liés à la notion un peu de fréquentation massive, en particulier sur la gestion des déchets. Et donc la notion d'environnement est très importante parce que ça fait clairement partie de la qualité de vie. Donc ici vous avez un exemple très intéressant, très simple, à Lausanne, pour à la fois éduquer gentiment les consommateurs, à la fois les visiteurs, les résidents, tous ceux qui passent. Si vous utilisez ce café et que vous utilisez votre propre gobelet ou votre tasse par rapport à un gobelet, si c'est le gobelet vous payez, si c'est la tasse, vous avez un bon de réduction dans un café, même un café gratuit dans un partenaire qui est dans le coin, dans la ville. Donc à travers quelque chose qui est très positif, très concrète, qui peut paraître peut-être anecdotique, quelque part on éduque aussi et on dit voilà vous êtes bienvenus mais respectez la place sur laquelle vous êtes en train de fouler. Puis deux autres exemples pour terminer, cette notion d'hospitalité qu'on perçoit être vraiment complexe aujourd'hui, nous on préfère parler de gérer le sentiment au sens large. Ce qui est assez intéressant, et en particulier au moment où c'est compliqué parfois de recruter de la main-d'œuvre dans le tourisme, qui a un peu ce problème d'image quand même,
Quand l'hospitalité est associée à une passion, ça se passe tout de suite beaucoup mieux. Donc là, vous avez un exemple d'une étudiante, je crois, ou peut-être une habitante de la ville de Dubrovnik, qui est aussi souvent citée comme un exemple ou un contre-exemple de croissance peut-être un peu trop rapide. Mais en l'occurrence, quand on compare les scores de sentiment d'accueil à travers ces tours, un peu, vous savez, où on visitait les endroits où les films ont été tournés, donc ici sur Game of Thrones, en fait, la passion qui est communiquée par cette guide, qui n'est pas nécessairement une professionnelle du tourisme, mais qui est juste une passionnée, une fan de cette série, et ben cette passion est communiquée, et quand vous avez des gens qui partagent finalement une même passion, tout d'un coup, vous avez des scores qui s'envolent. C'est-à-dire que là, à travers cette passion partagée, et il y a comme ça énormément de niches, de communautés qui fréquentent comme ça des destinations simplement parce qu'ils ont envie de se réunir autour d'une passion qui est commune, eh bien ça fonctionne très très bien. Les scores à ce moment-là de sentiments sont excellents, ça rejaillit sur la réputation de la destination, sur les taux d'intention de recommandation, et donc quelque part c'est un recrutement qui est supplémentaire. Et l'autre aspect, et c'est intéressant parce que je crois qu'hier, à la Villa Rabelais, c'est un sujet qui a été évoqué, c'est comment est-ce qu'une destination peut créer finalement des endroits où il y a une sorte de partage invisible entre à la fois les habitants, les visiteurs, les businessmen, women qui sont de passage, des étudiants, et donc des lieux qui sont des lieux partagés, des lieux de vie. C'est le cas ici à Bruxelles, ça n'est pas un énième food hall, c'est quelque chose qui en fait une espèce d'ovni, dans lequel vous avez à la fois un bar au milieu, puis vous avez différentes échoppes, effectivement, qui sont plutôt gastronomiques, et vous avez aussi une micro-brasserie, vous pouvez aller visiter, une petite zone de détente, une cantine, et donc vous retrouvez ici un lieu de passage partagé, où vraiment la notion d'hospitalité et d'accueil, elle est difficile à mesurer, mais elle est absolument palpable. Et encore une fois, vous êtes incapable de savoir si votre voisin de table, c'est quelqu'un qui habite là, c'est un touriste, etc., c'est un étudiant, et donc ça amène, on voit, moi j'y suis allé plusieurs fois, parfois des petites discussions. Après on peut y aller uniquement avec ses écouteurs et travailler, c'est pas un problème, mais c'est un lieu de partage. Et c'est intéressant parce que ça veut dire vraiment, là on va bien au-delà de la logique un peu unilatérale entre le visiteur et le socio-professionnel, qui reste évidemment un point majeur de l'accueil, mais là on explose un peu toutes ces barrières. Et pour terminer, j'ai fini, c'est terminé. Cette notion d'IA, où là on aurait pu faire 4 jours complets sur l'impact de l'IA, mais bon, on ne peut pas évoquer, on ne peut pas occulter ce sujet-là. Et encore une fois, de notre point de vue, ça n'est pas du tout contraire à l'accueil, au contraire, c'est quelque chose qui est là pour aider. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience de l'aéroport de Dubaï, c'est phénoménal. Dubaï accueille chaque année autant de passagers que la France accueille de visiteurs étrangers par an, dans un espace qui fait le cœur de ville de Tours. On parle de 60-80 millions de passagers. Et bien, les temps d'attente, la fluidité dans l'expérience entre guillemets du visiteur de cet aéroport est phénoménale. Tout ça est géré par je crois qu'ils collectent 50 milliards de données par an. Il y a un poste de pilotage qui fait que vous ne vous en rendez pas compte et vous continuez d'avoir des contacts avec des professionnels qui sont là pour faire votre check-in, etc. Mais vous n'attendez quasiment jamais. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la donnée pour quelque part anticiper et gérer ces problématiques de flux et rendre le passage finalement quasi parfait. Et pour autant, encore une fois, c'est vraiment impressionnant. Quand j'y étais il y a 4 semaines, j'étais entouré, mais objectivement, de 10 000 personnes. On allait tous vers le même hangar d'enregistrement. Et tout d'un coup, on voit tous les postes de check-in se remplir d'hommes et de femmes qui sont là pour faire votre enregistrement au fur et à mesure que la foule arrive. On se demande comment c'est possible. Donc c'est vraiment basé sur l'IA, mais ça fait une sorte d'expérience et de sentiment d'hospitalité, franchement, qui est exceptionnel. L'anecdote, c'est qu'en revenant à Roissy, sur le même vol, on était 200 dans l'avion, donc je pense qu'ils savaient exactement à quelle heure on arrivait et combien on était. J'ai mis 1h15 à passer la douane, 1h15. Il y avait 5 personnes habillées, très sympas, qui malheureusement ne servent à rien, parce qu'il y avait 3 postes ouverts de douane sur les 10. Et quand on leur posait des questions, ils disaient on ne sait pas, donc c'était très sympa, mais 1h15.
Je pense qu'il n'y a rien de plus prédictif qu'un avion qui arrive à 1 heure avec 200 personnes dedans. Et quand même, la magie dans l'histoire, c'est qu'il y avait une magnifique publicité dans le hangar où tout le monde était en train de s'impatienter, qui disait on n'attendait que vous. C'est surréaliste, j'ai la photo. Bon, après, il y a plein de choses super qui sont développées par Rossi, c'est pas le thème, mais là le contraste, je dois vous dire, était assez impressionnant. Voilà, merci de votre attention. Bonjour, merci beaucoup Virginie pour Lyon. Donc pour le coup, voilà, ça fait plusieurs années qu'on mesure le taux de sensibilité d'accueil du tourisme sur Lyon. Donc c'est intéressant, c'est des bons éléments de communication. Après, nos chiffres sont plutôt intéressants et très positifs. C'est jamais une réponse pour les gens qui habitent dans l'hyperquartier en fait. Donc c'est qu'une partie de la solution. La deuxième chose, et je ne sais pas si c'est mesurable, c'est que finalement c'est quoi un touriste ? Parce que les jeunes qui font du bruit en bas le soir tard, pour les habitants du quartier l'hypercentre, ce sont des touristes. En fait non, ce ne sont pas des touristes, ce sont des jeunes du coin qui viennent faire la fête tard le soir. Voilà. Donc il y a aussi ça, il y a un vrai enjeu de définition de c'est quoi un touriste. Finalement, quand on habite dans la métropole, un peu loin du centre, on est un touriste pour l'hypercentre. Voilà. C'est plus un témoignage, mais ça mérite d'affiner pas mal d'analyses. Je vais juste réagir un moment, parce que je me suis reconnue touriste à Amsterdam ou à Bruxelles, ce que vous avez décrit du lieu de Bruxelles. Et il y a quelque chose de très agréable pour les touristes, les visiteurs étrangers, c'est de se sentir faire partie de la ville. C'est-à-dire se balader et avoir l'impression qu'on fait partie de la vie des quartiers, des habitants, etc., de se mêler. Et cette impression-là, je pense qu'elle fait partie de l'hospitalité. Pour ceux que j'en ai compris, en préparant ce moment, en fait, je me suis dit, bah, tiens, l'hospitalité, ou se sentir bien accueilli quelque part, c'est à un moment avoir ce sentiment de faire partie du paysage et d'être accepté. Voilà. Excusez-moi. Juste un petit point méthodologique. L'ensemble des chiffres que vous avez donnés, c'est sur la base d'avis que vous récoltez sur tous les sites d'avis ou c'est des enquêtes spécifiques que vous menez? Ce sont les deux en fait. Le travail Sat Index, il y a une partie enquête classique, il y a des éléments qu'on ne peut pas mesurer à travers les avis. Et puis on utilise les avis souvent en complément, parfois en substitution où on connecte une quarantaine de plateformes avec un peu de solution on va dire, de référence qui est utilisée aussi par la Commission européenne et par une petite centaine de destinations aujourd'hui. Donc c'est un mix des deux en fait. On combine souvent les bonnes vieilles enquêtes avec des données de big data qui sont dépolluées, parce qu'il y a beaucoup de pollution, pas tellement dans les avis, mais sur tout ce qui est analyse du sentiment, sur le web social par exemple. Il faut toujours faire un gros travail de dépollution, mais donc c'est une combinaison de deux. Et là, vous donnez une photographie, j'ai reconnu le 8% et le 4%, c'est des chiffres qui montent Alors, et sur la tourismophobie, ça monte dans les villes. Au niveau, toute destination confondue, au niveau national, c'est relativement stable. En revanche, les polarités, c'est-à-dire les opinions sont plus crispées d'un côté et de l'autre. Donc, derrière la moyenne se cache en fait une grande diversité et une certaine polarisation dans l'opinion des citoyens. Et il y a une grande volatilité, c'est-à-dire que ces scores... nous, c'est vraiment un indicateur qui est prédictif, c'est qu'on sait au-delà de 10%, on commence à avoir des problèmes. Et donc, dans toutes les villes, y compris par exemple à Copenhague, qui est un peu un exemple en matière de durabilité, il y a à certains moments de l'année, dans certains quartiers, sur certains segments de clientèle, en particulier les jeunes, on ne s'y attend pas, mais les jeunes aujourd'hui ne sont pas particulièrement enclins à mieux recevoir ou à être par rapport aux plus âgés. Ce qui est un vrai problème, c'est le cas dans 2/3 des destinations qu'on a analysées. Donc c'est assez volatile, effectivement. En tout cas, on sent des signaux qui ne sont pas forcément très positifs. Une petite question. Aline de l'Office du tourisme Sud-Val de Loire. J'avais une question sur l'augmentation des attentes des visiteurs. Est-ce qu'on a plus de détails sur leur profil? Est-ce que c'est un retour Covid où les gens sont plus exigeants, ou est-ce que c'est par exemple la nouvelle génération de visiteurs, de touristes, qui a d'autres attentes? Dans quel sens est cette évolution? C'est une combinaison de deux. Alors le grand mythe du tourisme tout nouveau, ça c'est fini, hein, les touristes sont les mêmes un peu qu'avant, il y a des traces qu'on voit bien en termes de taux, enfin de niveau d'acceptation, de seuils de tolérance qui ont baissé. Bien sûr, il y a une augmentation sur la durabilité, sur les aspects nature, food, etc. Mais globalement, on est retombé aujourd'hui sur un scénario assez proche de ce qu'il y a avant.
Donc malgré tout, il y a donc ces différences-là qui sont liées encore un petit peu, on surfe sur cette vague un petit peu post-Covid, et sur le reste, en effet, c'est les attentes, et moi j'insiste toujours à chaque fois sur cette notion de segment de jeunes, parce que véritablement aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin, moi j'ai un gamin qui a 24 ans, il me posait des questions sur des conseils pour un site Y, je lui cite quelques villes en Europe, et il me dit mais il faut prendre l'avion, je dis bah oui, a priori, il y a Nantes. Et je sais que c'est pas, enfin je suis pas le seul, hein, donc oui, il y a une vraie transformation de génération qui n'est pas du tout liée au Covid. Le Covid a un peu accéléré ça, mais c'était déjà présent avant. Et donc cette notion de segmentation, elle est absolument importante, et en particulier vraiment sur la cible des jeunes. Hein. Nous avons encore une question devant. Je parle forcément. Il reste une question aussi de ce côté, de mon côté là. Par ici, ma bonne. Pardon, ça c'est première question sur la question de la temporalité, sur vos enquêtes d'un point de vue méthode. Est-ce que vous suivez justement sur le avant-après? Parce que quand on avait travaillé sur les millions de commentaires comme ça, ce qui était intéressant, c'est de voir aussi l'évolution des commentaires d'une même personne ou d'une même communauté de personnes. Donc ça, c'est un peu ma question en fait. Et la deuxième, vous avez pris comme exemple des aéroports, ce qui est générationnel, hein, mais justement pour les raisons que vous venez d'évoquer, voilà, en fait on parle de destination, l'accueil, etc., mais c'est aussi tout le voyage en fait. Donc il y a un imaginaire qui essaye depuis toujours d'associer le voyage à l'avion. Les nouvelles générations ne se posent pas forcément les choses comme ça. Donc comment, est-ce que dans vos enquêtes il y a des choses qui ressortent où c'est pas mesuré, ça n'était pas par l'OMT1, mais comment est-ce que justement le type de voyage, le type de mobilité, je veux dire, peut être intégré autrement que justement le discours sur la logique de l'aérien comme étant le début du voyage, ce qui n'était pas le cas pour le train. Enfin, voilà. Est-ce que c'est partie des critères qui vont être... Sur l'exemple de l'aérien, c'était vraiment par rapport à ces notions de pic de fréquentation, de gestion des flux, qui aujourd'hui est un vrai problème. Ça c'est l'État. Hein. Les douaniers, c'est pas l'aéroport de Paris. Donc là, il y a une question politique... Oui, mais en tant que visiteur, on s'en fiche de savoir qui est derrière. Honnêtement, c'est vrai que... C'est pas pour défendre le truc. Hein. Non, mais par rapport à Dubaï, c'est un exemple qui montre qu'avec de la data et certainement, évidemment, beaucoup d'argent, il est possible de gérer les problèmes et donc, par exemple, d'atténuer les conséquences de la surfréquentation qui est, bon an, mal an, quelle que soit la manière dont on veut l'appeler, qui ressurgit un petit peu. Et après, sur les temporalités, oui, c'est compliqué de répondre à la question parce qu'il y a énormément d'exemples, mais il se trouve qu'on peut accéder effectivement à des données pré-Covid ou même qui remontent à il y a 5 ans, 10 ans, et on voit bien dans les commentaires, par exemple, des avis, les thématiques qui sont vraiment en train de ressurgir. Et l'accueil, la thématique de l'accueil, je crois, pèse pour 80% plus ou moins des commentaires spontanés, ce qui prouve vraiment qu'il y a un vrai besoin de ce côté-là. Parfois c'est positif, et très souvent positif, parfois négatif, mais on voit bien que cette notion-là est très importante. Alors il y a une question, il faut vraiment que ça soit la dernière. Non, il y a Linda aussi. Alors il y en a deux. Je vous laisse la main parce que c'est vous qui pouvez gérer le temps. Non, mais c'est bien qu'il y ait un peu des questions, des réponses à... Pierre Légache, Note Tourisme. Vous avez beaucoup évoqué la question de la surfréquentation par rapport à la question d'acceptabilité. Il y a aussi les questions économiques, je pense notamment l'accès au logement pour les résidents permanents et la question de l'impact inflationniste sur les prix finalement de la vie courante au niveau des populations locales. Est-ce que dans votre modèle d'observation, cette data-là, elle est intégrée à ce jour ou pas? Oui, elle est intégrée notamment quand on demande aux gens de faire un classement des nuisances. Et c'est assez intéressant parce que souvent, l'impact en termes d'immobilier, que ce soit l'impact sur l'augmentation des coûts d'immobilier ou la dépopulation ou la désertification des centres-villes au profit des logements touristiques, à quelques exceptions près, fait rarement partie du top 5 des nuisances. Vous allez d'abord trouver ces notions de mobilité, d'environnement, de bruit, de pollution, etc. Et généralement, enfin, à des niveaux quand même importants, de l'ordre de 20-30%, parfois plus sur certaines villes qui ont vraiment des problèmes avec ça. Et ça ne fait pas forcément partie des grandes priorités, disons, énoncées par la moyenne des citoyens qu'on interroge, évidemment avec des différences selon les quartiers et là où ils habitent. On observe, cela dit, en discutant avec beaucoup de destinations et au-delà de la France. Et j'étais il y a 5 semaines sur une conférence internationale qui réunissait à peu près 200 villes européennes, et c'est la première fois que j'ai entendu quelques CEO de destination se dire bon, il faut qu'on arrête avec cette obsession de revenir sur de se comparer avec le pré-Covid,
Pourquoi? Parce qu'il y a eu toute une série de présentations avant qui étaient franchement, il faut le dire, très alarmistes sur le contexte climatique et qui disaient honnêtement, il faut commencer peut-être à se dire qu'il y a un scénario possible, c'est que dans 10, 15, 20 ans, le tourisme international, je parle du tourisme international, redevienne, après avoir été massifié tellement, une sorte de produit un petit peu, peut-être pas de luxe, mais en tout cas, où il va y avoir des contraintes. Et à un moment donné, en effet, peut-être qu'on n'aura plus le droit, parce qu'on n'aura plus le choix de ne faire plus qu'un seul voyage non courrier par an. Ce qui veut dire que ça va faire remonter les niveaux d'attente, parce que ce voyage il a intérêt à être vraiment exceptionnel. Ce qui veut dire que tout ce que vous faites aujourd'hui en termes d'investissement pour améliorer la qualité de l'accueil, etc., a un impact à très court terme qui est positif. Et c'est aussi une manière de se préparer à un éventuel scénario de décroissance. Après, je vous laisse imaginer ce que c'est que le marketing de la décroissance. Je ne sais pas comment on fait ça, mais en tout cas, c'est quelque chose, je ne vais pas le nommer, mais il y a un CEO d'une grande chaîne hôtelière bien connue qui commence aussi à réfléchir à ces phénomènes de décroissance et comment est-ce qu'on gère la décroissance. Donc, évidemment, on adore ce secteur, donc on est tous évidemment positifs. Et il faut garder cette notion de positivité, ça je ne peux pas être plus d'accord avec ce qui a été présenté ce matin. D'un autre côté, avec cette espèce d'urgence climatique qui n'arrête pas d'être devant nous, peut-être réfléchir à plus long terme sur cette notion de décroissance. Et dans ce cadre-là, l'indicateur de volume, il reste important. Et peut-être que demain, les retombées économiques, ce sera moins de monde qui dépense plus parce que le sentiment sera meilleur, et puis ça va peut-être être un peu plus sélectif.